Merci pour votre confiance, puisque je n'ai pas été très réactif, mais j'ai essayé, à partir du thème qui m'avait été proposé, justement de vous présenter quelque chose avec, évidemment, ça a été rappelé, hein, la dimension juridique. Donc, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Montpellier, et nous sommes très peu à nous intéresser à la question de l'alimentation, notamment dans une optique, j'allais dire, de droit public, en replaçant la question de l'alimentation dans le débat politique au sens large. On a des collègues qui travaillent sur la consommation, le droit de la consommation, le droit rural, le droit agroalimentaire, mais appliquer le droit à la question de l'alimentation en replaçant la question de l'alimentation dans une optique justement de choix de société, de modèle de société, eh bien, on est très peu à travailler sur ces questions. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre en relation les deux termes, écologie et alimentation, et de s'interroger sur le fait de savoir si le droit peut être un levier ou peut-être un obstacle à cette transition vers ce que nous souhaitons, hein, du moins je pense, une alimentation plus soucieuse des conditions dans lesquelles elle est produite, des conditions dans lesquelles elle est transformée et finalement consommée. Alors, voilà, ma problématique, est-ce que le droit et l'écologie et l'alimentation peuvent être conciliés, voire réconciliés, puisque dans l'histoire de l'humanité, ce divorce, ce hiatus entre écologie et alimentation est assez récent, hein, il est daté, c'est la mise en place d'une agriculture industrielle, de cette société industrielle et surtout cette société de consommation, hein, qui a vu, nous a vu changer de mode de consommation, de mode de production et mode de transformation alimentaire, et qui a mis au jour, hein, ce décalage entre l'écologie et l'alimentation. Et je vais le faire à partir de mon couloir de nage, hein, à savoir le droit, et quel rôle joue le droit dans cette tentative de concilier droit et alimentation. Alors, un petit constat, du moins des quelques éléments de contexte sur lesquels je ne vous apprendrai rien de nouveau, c'est justement le décalage, le hiatus entre un système alimentaire et des préoccupations écologiques. Donc, alors, moi je préfère parler nous sommes plusieurs à préférer parler de système alimentaire, hein, qui fait référence à un Montpellierin, moi, un professeur à l'Institut Supagro, économiste de l'agroalimentaire, qui donc a attaché son nom à la définition d'un système alimentaire pour caractériser la façon dont les hommes et les femmes, rassurez-vous mesdames, c'est surtout sur vous que ça pèse d'ailleurs, la question alimentaire, dont les femmes et les hommes s'organisent pour produire et consommer de la nourriture. Donc voilà. Et dans le cas français, il est important de rappeler que l'alimentation ne se limite pas à la production, ne se limite pas à l'agriculture, puisqu'on a un prisme alimentaire qui est largement lié à ce rapport particulier que tout le monde entretient avec l'agriculteur, les agriculteurs, et cette surreprésentation, ou cette appréhension largement dominée par l'entrée de la production. L'alimentation, c'est une chaîne, c'est un système qui repose sur plusieurs piliers. L'agriculture, évidemment, la production étant un de ces piliers, mais ça n'est pas le seul. Et donc, c'est là l'intérêt de l'œuvre de Louis Malassis que d'avoir insisté sur l'ensemble des différentes étapes, hein, du système alimentaire, hein, de la production à la transformation. Première industrie française, on l'oublie, hein, Airbus, petit joueur, L'Oréal, petit joueur, la première industrie de luxe, la première industrie dans ce pays, c'est bien sûr l'industrie agroalimentaire. C'est vrai au niveau national, c'est vrai encore plus au niveau de l'Occitanie. Donc la production, la transformation, la distribution, et là aussi, nous faisons peut-être qu'il a été évoqué des pratiques écologistes ou se voulant vertueuses en matière de consommation, mais dans ce pays, 80% de l'alimentation, des achats alimentaires se font en grande surface. Hein. Donc peut-être rappeler certaines évidences. Et la consommation, la majorité du gaspillage alimentaire, c'est nous qui la causons. Ce sont les consommateurs qui sont à l'origine de la majorité du gaspillage alimentaire. Donc voilà, bien prendre en compte cette approche systémique
et non pas sectorialiser les choses. Et c'est donc cet aspect-là que sur lequel je voudrais m'appuyer. Alors, un système alimentaire, la ferme France, qui est présenté comme effectivement un modèle, mais derrière le vernis, eh bien, on a une situation qui n'est pas très reluisante. Hein. Donc voilà, une agriculture qui est dépendante des modes des intrants chimiques, hein, une production industrielle, une production de masse, peu chère. Alors bon, ça a un peu augmenté avec la crise des années 2020, une production de masse peu chère pour les consommateurs. Je crois que le chiffre sortir de la guerre, des dépenses d'un ménage qui étaient liées à des achats alimentaires, aujourd'hui c'est un peu moins d'un quart des dépenses qui sont liées à l'achat de produits alimentaires. Le paradoxe, c'est que les producteurs ne vivent pas suffisamment. Alors certains en vivent très bien, ne faites pas de soucis de ce point de vue-là, mais on a un grand nombre de producteurs qui ne vivent pas de son travail, des consommateurs et des producteurs exposés à des risques sanitaires et des risques de développer des maladies graves, et évidemment des effets négatifs sur l'environnement. Alors, je ne veux pas plomber l'atmosphère, quelques chiffres qui sont là pour illustrer. Hein. Donc il y a des épidémiologistes, il y a des scientifiques qui pourront vérifier. L'INSERM, hein, qui a publié quelques chiffres sur le taux de Parkinson des agriculteurs, les risques de suicide chez les agriculteurs, les troubles musculo-squelettiques dans la grande distribution, hein, qui n'est pas une entreprise qui fait rêver apparemment. Le matraquage publicitaire, mes enfants qui sont plus jeunes actuellement, je n'ai pas encore petits-enfants, j'espère que ça arrivera un jour, enfin je ne vais surtout pas leur mettre la pression, ça risque d'être contre-productif. Il suffit d'arriver de voir des émissions, des dessins animés, la tranche matinale le matin, quand les enfants étaient en âge de regarder la télévision, le nombre de publicités sur des produits alimentaires gras, sucrés, salés, c'est impressionnant. Et ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui, les maladies chroniques touchent une grande partie de la population. Donc voilà, un système qui devait nous sortir de la faim, un système qui devait apporter à tous et à toutes une alimentation saine et sinon durable, tout au moins assurer un approvisionnement de tous au meilleur prix, et bien qui comporte un ensemble d'inconvénients, d'externalités négatives, comme diraient les économistes. Alors, ça a été chiffré, hein, ça nous coûte un pognon de dingue, hein, pour paraphraser notre président de la République. Encore ce qui est identifié, puisque l'année dernière, d'ailleurs, un ensemble d'associations, dont vous avez la liste sous les yeux, hein, qui ne sont pas des associations qui présentent des garanties de sérieux, ont chiffré le coût de l'alimentation à plus de 19 milliards d'euros, hein, sans prendre en compte les coûts non cachés, les coûts cachés, pardon, ça c'est les coûts non cachés, mais il y a un ensemble de coûts cachés qui ferait en sorte que la facture s'élèverait bien au-delà des 19 milliards que nous coûte l'alimentation. Alors, apparemment, ou de moins depuis quelque temps, s'inscrit ou s'installe la nécessité d'une transition écologique, certes, mais dont l'une des dimensions serait la transition alimentaire. Alors, la transition alimentaire, il y a des nutritionnistes, et je salue Madame Darmon dans la salle. La transition alimentaire, c'est au sens strict le fait que, notamment avec le développement de la société de consommation, nos alimentations sont devenues plus carnées, hein, et plus riches en viande, plus riches en lait, plus riches en protéines animales, de manière générale, et que ce mouvement qui a concerné, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe occidentale, les États-Unis d'abord, l'Europe occidentale, s'étend aujourd'hui sur l'ensemble de la planète. Mais au-delà de cette transition alimentaire au sens strict, hein, il y a une autre transition alimentaire, celle qui amène à plaider en faveur d'un nouveau système alimentaire qui serait plus responsable en termes de produits consommés, en termes de réduction de la viande, hein, ça a été dit, mais avec du yaourt ça passe, hein, donc on peut comprendre qu'on ne pouvait pas en même temps, mais donc et le développement de modèles alimentaires
qui s'ouvre à d'autres protéines, notamment les protéines végétales. Alors, le droit dans tout ça, eh bien, le droit est évidemment lié, du moins tient compte de l'état de la société, et je vous ai reproduit l'article 1er du code rural qui s'ouvre par une série d'objectifs qui assigne à la politique alimentaire de la nation une série d'objectifs, parmi lesquels, donc, premièrement, l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité, en quantité suffisante, dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement. On coche toutes les cases. Hein. Là, le législateur a élargi les objectifs à la politique alimentaire et intégré, tout au moins au stade des objectifs, l'alimentation durable, parmi donc les objectifs assignés à la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation. Donc on pourrait croire que, ça y est, on y est, la prise de conscience est faite, et que évoquer la norme législative, la loi, la norme, eh bien, impose aux producteurs, aux distributeurs, aux transformateurs, aux consommateurs que nous sommes, eh bien, les invite à intégrer la durabilité dans leur alimentation. Alors, pourquoi, quel pourrait être le rôle du droit, justement, dans cette transition alimentaire? Eh bien, nous sommes dans des sociétés qui restent marquées par le droit, hein, la loi, l'importance du droit écrit, en plus, nous sommes dans des sociétés marquées par le droit écrit, et le droit, sur l'ensemble des questions de société, a évidemment un rôle important. C'est celui, tout d'abord, de proclamer, de poser la norme, et donc dans différents textes, dont les plus solennels, et dont le plus solennel reste la Constitution. Voilà, donc, proclamation de la Constitution, on verra qu'il n'y a pas de droit à l'alimentation proclamée dans la Constitution. Le droit est aussi un instrument de conduite des actions humaines. Le droit incite, eh bien, par le levier fiscal, par la commande publique. Les pouvoirs publics peuvent espérer faire changer nos pratiques de consommation, nos pratiques de distribution, nos pratiques de production. Puis, le droit, c'est aussi la contrainte. Eh bien, par le droit, on peut imposer à des producteurs, à des transformateurs, des consommateurs, des modes de consommation, des modes de production plus vertueux sur le plan écologique, sur le plan social, etc. Et puis, au final, ça peut être aussi l'interdiction, hein, fait de proscrire tel ou tel produit, tel ou tel aliment. Bien, alors, des finalités, des objectifs qui soulignent, alors on me dirait c'est un peu biaisé, hein, qui soulignent l'intérêt du droit. C'est vrai que je suis un peu jugé parti dans ce cas-là, qui indique que le droit a un rôle à jouer dans l'accompagnement de cette transition. Alors, essayons rapidement, rassurez-vous, de voir dans quelle mesure le droit accompagne pas, peu ou pas du tout cette transition alimentaire. Alors, tout d'abord, la reconnaissance d'un droit à l'alimentation. Bien, si l'on s'en tient au droit international, donc il existe un ensemble de textes internationaux qui proclament des droits de l'homme, hein, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas un texte à valeur contraignante, hein, qui n'a pas de valeur contraignante, mais qui fait référence à l'alimentation et qui sera complété 20 ans plus tard par un pacte international qui, lui, a une... Les textes internationaux ne font pas référence au droit à l'alimentation, ils l'abordent de manière indirecte, en posant le droit à un niveau de vie suffisant, droit à un logement, droit à être habillé, droit à une éducation, et un droit à l'alimentation. Alors, il existe également, sous l'égide des Nations Unies, du moins de l'organisme qui est en charge de l'alimentation et l'agriculture, la FAO, des directives volontaires, donc, comme son indique, elles ne sont pas contraignantes pour les États, mais qui, il y a une vingtaine d'années, ont
mis en avant l'intérêt ou la nécessité pour les États de reconnaître le droit à l'alimentation. Donc il y a un cadre juridique international qui militerait, qui pousserait vers la reconnaissance d'un droit à l'alimentation, sans aller jusqu'à un droit à l'alimentation durable. Alors, si l'on se déplace au niveau de du droit européen, qu'il s'agisse de l'Europe des 27, et ou de la Grande Europe, l'Europe qui va du Portugal, alors donc la Russie n'y est plus, mais qui englobe la quasi-totalité, le Conseil de l'Europe, qui a la quasi-totalité des États d'Europe, Turquie comprise, eh bien, on va, par contre, là, ne pas trouver d'affirmation d'un droit à l'alimentation. Alors, pour ce qui est du droit de l'Union européenne, ça tient largement sur le fait que le droit de l'Union européenne a un prisme économique et que l'alimentation est d'abord l'aliment est d'abord perçu comme un produit qui doit pouvoir circuler librement dans un grand marché et grand marché dont il s'agit de protéger les intérêts des consommateurs. Donc c'est principalement sous cet angle-là, sous ce prisme-là, que le droit de l'Union européenne appréhende l'alimentation de manière relativement réduite. Alors, on retrouve dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg, auquel font appel même certains anciens présidents de la République, lorsqu'ils ont été condamnés par la justice de leur pays. Donc la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui applique la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le socle des droits fondamentaux reconnus sur l'ensemble des États de l'Europe, cette fois-ci du Conseil de l'Europe, États de l'Union européenne y compris, et bien là encore, on a une reconnaissance indirecte du droit à l'alimentation par le biais du droit à la vie. Évidemment, une vie sans alimentation, c'est un peu difficile, même dans les mouvements sectaires, ils sont obligés de se rendre compte qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas, et également par la protection contre les traitements inhumains. Alors, qu'en est-il sur le plan national? Eh bien, dans la situation juridique française, dans le corpus juridique français, il n'y a pas de reconnaissance du droit à l'alimentation, ni dans la Constitution, et là encore, le droit à l'alimentation ne peut pas s'appuyer, n'est pas adossé à des droits fondamentaux, qu'il s'agisse des droits de l'homme, enfin de l'homme, des droits de l'être humain, de la personne humaine, ou, je pense à la charte de l'environnement, qui proclame certains principes, principe de précaution, principe du pollueur-payeur, mais ne fait pas référence directement à l'alimentation. Alors, néanmoins, il y a un déjà là, on peut relever, et je vais limiter mon propos à quelques exemples, on peut relever en l'absence de ce cadre juridique sain, du moins conséquent, reconnaissant le droit à l'alimentation et un droit à l'alimentation durable, on peut relever quelques moyens d'action qui permettent, par le droit, de tendre vers une alimentation saine et durable. Alors, oui, je vous ai pris quelques exemples. Un exemple qui est lié à la fonction régalienne de l'État, qui a d'assurer une redistribution, une égalité, c'est la fiscalité. Voilà. On dirait, mais rien de plus simple, enfin rien de plus simple. Le levier fiscal, l'impôt, peut être utilisé pour inciter à, non pas seulement acheter des voitures électriques, mais peut-être rendre l'alimentation produite dans des conditions écologiquement vertueuses, qui rémunèrent à leur juste valeur le travail des producteurs, eh bien faciliter ou du moins inciter à l'achat de ces produits en pratiquant une fiscalité plus avantageuse. Alors, oui, il y a bien la TVA, qui est l'impôt qui fournit le plus de recettes à l'État, qui connaît différents taux, mais vous voyez que, par exemple, les produits alimentaires vendus dans des contenants couverts bénéficient du taux de TVA réduit par rapport à un produit que vous achetez sur le marché. On se dit, c'est peut-être pas forcément une politique fiscale très cohérente.
Alors, là encore, produits gras, sucrés, salés, on pourrait s'attendre à ce que les produits dont les nutritionnistes, les scientifiques nous disent qu'ils sont nocifs pour la santé, fassent l'objet d'une fiscalité dissuasive. Alors, si, l'alcool, bon, très bien, 20%, mais il existe également une taxe sur les boissons sucrées. Les boissons non alcoolisées sont soumises à une taxation, mais relativement faible, vous voyez, en termes de ce que ça rapporte, et qui se limite aux seules boissons édulcorées, hein, et aucun autre produit, quelle que soit sa faible qualité nutritionnelle, voire même les risques qu'il peut comporter pour la santé ou pour l'environnement, ne fait l'objet d'une taxation. Donc la seule manifestation de la taxation nutritionnelle en France, c'est la taxe sur les édulcorants, la taxe sur l'alcool qui existe depuis très longtemps, mais la taxe sur les édulcorants. Et toute discussion pour étendre la fiscalité nutritionnelle sur d'autres produits, c'est pour l'instant heurté à un refus des pouvoirs publics. Alors, également, un exemple d'une politique publique portée par le droit qui s'avère contre-productive. Tout le monde a salué la loi Garot, hein, du nom du député qui a attaché son nom à cette loi, qui impose aux grandes distributions de passer des contrats avec des associations de distribution d'aide alimentaire pour éviter donc la pratique de la javelisation. Hein. Je ne sais pas quel goût ça avait, mais toujours est-il que les grandes surfaces, jusqu'à la loi Garot, rendaient impropres à la consommation leurs invendus en déversant de la javel. Donc, plutôt que de déverser de la javel, eh bien contracter avec des associations de distribution d'aide alimentaire de façon à donner ces produits à ceux qui en ont besoin. Effectivement, le principe est louable. Sauf que nos amis de la grande distribution ont bien compris tout bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Et on a donc un système qui n'intègre pas, qui externalise sur les contribuables, puisque j'ai le regret de vous dire que les grandes surfaces bénéficient de crédit d'impôt par les invendus qu'elles donnent aux associations caritatives. Et donc, nous supportons financièrement, sur l'argent public, qui m'a semblé entendre ces temps-ci qu'il était rare, eh bien nous supportons sur nos impôts la volonté, ou du moins le fait que la grande distribution ne veut pas gérer la question de la surproduction. Ce n'est pas son problème. On écoulera les produits, il y a les pauvres pour en manger, et en plus c'est subventionné. Donc pourquoi s'en priver ? Alors oui, j'en terminerai tout à fait là-dessus, Madame la Présidente, je vois que par le fait qu'aujourd'hui, la question de l'alimentation est éclatée entre plusieurs ministères. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, tout de même, il y a trop de pilotes, et ce qui rend difficile l'émergence d'une gouvernance centralisée de l'alimentation. Donc, j'évoquais le ministère de l'Agriculture qui s'est doté depuis une dizaine d'années de l'appellation alimentation. Le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, maintenant, a intégré, y compris dans son intitulé, l'alimentation et la souveraineté alimentaire, mais on va retrouver également sur les questions d'alimentation un autre réseau ministériel, la santé, on va retrouver la transition écologique. Voilà, il y a une diversité d'administrations ministérielles qui interviennent sur ce champ, rendant difficile l'adoption de choix et d'orientation stratégique. Et j'en termine avec un élément tiré de l'actualité. Au début de ce mois, un ensemble d'associations ont adressé une lettre ouverte au Premier ministre nouvellement arrivé en lui demandant instamment de faire adopter enfin la fameuse stratégie nationale pour l'alimentation et la nutrition pour 2025-2030 autour des priorités qui paraissent à minima, interdire la publicité et le marketing pour les produits nocifs pour la santé, envisager une trajectoire chiffrée pour sortir d'une alimentation trop carnée et nommer un pilote, nommer un délégué interministériel qui permettrait d'essayer de faire converger les politiques des différents réseaux ministériels sur la question de l'alimentation. Allez, j'en ai terminé avec, je vais prendre ma casquette un peu de citoyen, une
une possibilité de transition, c'est de faire en sorte que, enfin, l'alimentation redevienne l'affaire des citoyens. Que les citoyens que nous sommes, nous nous emparions de la question alimentaire et que nous contrôlions les conditions dans lesquelles cette alimentation est produite, transformée, distribuée, consommée, et donc avec une participation citoyenne que la ville de Montpellier, à travers la métropole de Montpellier, pardon, à travers la caisse alimentaire commune, tente de mettre en place. Mais il y a une floraison d'initiatives qui justement traduisent cette volonté des citoyens de se réemparer de cette question de l'alimentation. Voilà, j'en ai fini, Madame la Présidente. J'espère avoir tenu les délais et je suis bien sûr ouvert à cette question.